Ma mère, Patricia Williams, avait toujours été claire sur ma place dans la hiérarchie familiale. En tant que cadet entre deux frères et sœurs accomplis, j'avais pris l'habitude d'être considéré comme le sous-performant, celui qui manquait de l'instinct naturel des affaires qui semblait couler dans notre lignée. Ma sœur aînée, Jennifer, était avocate d'affaires dans un cabinet prestigieux. Mon jeune frère, Michael, était un banquier d'investissement prospère, et maman elle-même avait fait de Williams Consulting ce qui semblait être un cabinet de conseil en gestion florissant. Pendant ce temps, je travaillais comme analyste de données pour une entreprise de recherche de taille moyenne, je vivais dans un appartement modeste et je conduisais une berline fiable mais sans histoire. Pour quiconque observait la dynamique de notre famille, le contraste était évident. J'étais l'enfant prudent, peu enclin au risque, qui s'était contenté de la stabilité au détriment de l'ambition. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'il y a 4 ans, alors que le cabinet de conseil de maman peinait à obtenir le capital de croissance nécessaire pour s'étendre au-delà de sa clientèle régionale, j'avais discrètement fait en sorte que mon fonds de capital risque fournisse les 12 millions de dollars d'un financement de série qui avait transformé Williams Consulting d'un petit cabinet de niche en un acteur majeur dans le domaine du conseil en gestion. Non pas en tant que son fils, mais par le biais d'un véhicule d'investissement soigneusement structuré qui a maintenu mon identité complètement secrète pour toutes les parties concernées. Maman croyait avoir impressionné un groupe d'investisseurs institutionnels sophistiqués avec son plan d'affaires et ses projections de croissance. En réalité, elle présentait son projet à des représentants gérant mon capital. La décision de la financer n'avait pas été sentimentale. Williams Consulting avait un réel potentiel. Maman possédait une véritable expertise en développement organisationnel et en gestion du changement. Ses taux de rétention de la clientèle étaient exceptionnels, et le marché des services de conseil stratégique était en pleine expansion. Les fondamentaux de l'entreprise étaient solides, même si la tendance de maman à microgérer et à s'attribuer le mérite des idées de son équipe créait certains défis opérationnels. Au cours des années suivantes, alors que Williams Consulting continuait de croître et nécessitait des tours de financement supplémentaires, j'avais participé par le biais de diverses entités d'investissement contrôlées par mon fonds de capital risque. La série B a apporté 18 millions de dollars supplémentaires. Le financement relais a ajouté 8 millions de plus. À la valorisation actuelle, je contrôlais environ 67% de Williams Consulting par l'intermédiaire d'un réseau de véhicules d'investissement, tandis que maman possédait environ 22% de l'entreprise qu'elle avait fondée. L'ironie ne m'échappait pas. À chaque réunion de famille où maman expliquait les complexités de la gestion d'un cabinet de conseil prospère, elle décrivait essentiellement mon investissement en retour. Chaque fois qu'elle critiquait mon manque de vision entrepreneuriale ou mon incapacité à penser de manière stratégique, elle parlait à la personne dont le capital avait rendu son succès possible. Ce dîner de famille particulier avait lieu chez maman, dans la banlieue chic où elle avait déménagé après l'expansion rapide de Williams Consulting. La maison elle-même, une vaste demeure coloniale avec des comptoirs en marbre et un garage pour 3 voitures, avait été achetée avec les bénéfices de la croissance de l'entreprise, qui avait été financée par mon investissement. J'ai examiné nos chiffres de performance du 3e trimestre, a annoncé maman alors que nous nous asseyions pour dîner. Williams Consulting a dépassé les prévisions de revenus de 18%. Et nous sommes en bonne voie pour notre meilleure année jamais enregistrée. C'est incroyable, maman, a dit Jennifer. Tu as vraiment construit quelque chose de spécial. Tout est une question de compréhension de la dynamique du marché et de vision stratégique pour capitaliser sur les opportunités, a poursuivi maman. La plupart des gens dans le secteur du conseil sont réactifs plutôt que proactifs. Ils attendent que les clients viennent à eux au lieu d'identifier les besoins émergents et de développer des solutions. Mon frère, Michael, a hoché la tête en signe d'approbation. La liste de clients dans votre dernière lettre d'information était impressionnante. Les entreprises du Fortune 500 ne travaillent généralement pas avec des cabinets de niche, à moins qu'ils ne soient vraiment exceptionnels. Je continuais à manger ma salade en silence, comme je le faisais habituellement lors de ces discussions d'affaires. Il ne servait à rien de mentionner que les relations avec les clients du Fortune 500 résultaient en grande partie de partenariats stratégiques arrangés par le réseau de mon fonds d'investissement, ou que les besoins émergents que maman avait identifiés étaient en fait des informations issues d'études de marché fournies par des consultants que j'avais engagés par l'intermédiaire d'une des sociétés de mon portefeuille. La clé, a dit maman en faisant un geste avec son verre de vin, est de comprendre que le conseil ne consiste pas seulement à donner des conseils. Il s'agit de devenir un partenaire stratégique de confiance qui peut guider les organisations à travers des transformations complexes. Tu as toujours eu un excellent instinct pour ce genre de travail, a ajouté Jennifer. Même quand nous étions enfants,
Tu pouvais voir des solutions que les autres ne voyaient pas exactement, a acquiescé maman. L'intuition commerciale n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre dans les livres. Soit on a la capacité naturelle de lire les marchés et d'anticiper les besoins des clients, soit on ne l'a pas. J'ai hoché la tête poliment et pris une autre bouchée de mon dîner. L'intuition commerciale de maman était en effet impressionnante, bien qu'elle ait été considérablement améliorée par les rapports d'analyse de marché complets et les documents de planification stratégique fournis par l'équipe de conseil de mon fonds d'investissement. Les solutions qu'elle était célèbre pour développer provenaient souvent de recherches détaillées menées par des spécialistes que j'avais engagés spécifiquement pour soutenir la croissance de Williams Consulting. En parlant de capacité naturelle, a poursuivi maman en tournant son attention vers moi, je ne cesse de dire aux gens que le succès en affaires exige un type d'état d'esprit spécifique. Il faut être à l'aise avec l'incertitude, être prêt à prendre des risques calculés et être capable de penser plusieurs coups à l'avance. Maman a raison, a dit Michael. La banque d'investissement m'a appris que les personnes qui réussissent le mieux pensent toujours à la stratégie à long terme tout en gérant les défis immédiats. C'est exactement le genre de pensée qui sépare les vrais entrepreneurs des gens qui travaillent simplement pour les autres, a dit maman avec un regard significatif dans ma direction. Certaines personnes se contentent de carrières stables et prévisibles, mais le vrai succès en affaires exige de la vision et du courage. La famille a hoché la tête en signe d'accord. C'était un terrain familier, maman utilisant le succès de son cabinet de conseil comme une plateforme pour donner des leçons sur l'entrepreneuriat et la pensée stratégique, avec le message implicite que je représentais tout ce qu'une personne ambitieuse devrait éviter de devenir. L'industrie du conseil est particulièrement exigeante, a poursuivi maman, parce que vous avez constamment affaire à des dirigeants qui subissent une pression énorme pour obtenir des résultats. Si vous n'avez pas de crédibilité et d'expertise, ils verront clair dans votre jeu. Comment maintiens-tu cette crédibilité lorsque tu travailles avec des clients de si haut niveau, a demandé Jennifer. Maman s'est adossée à sa chaise, appréciant clairement l'occasion d'expliquer sa philosophie professionnelle. Il s'agit de démontrer de la valeur immédiatement. Quand Williams Consulting entre dans une salle de conseil, nous ne présentons pas seulement une analyse. Nous présentons des solutions concrètes que les dirigeants peuvent mettre en œuvre tout de suite. Cela doit demander une préparation incroyable, a dit Michael. En effet. Chaque mission client implique des semaines de recherche, d'analyse de données et de planification stratégique avant même notre première réunion. C'est pourquoi Williams Consulting facture des honoraires élevés. Nous sommes pas seulement des consultants, nous sommes des partenaires stratégiques. J'écoutais avec intérêt maman décrire le processus de préparation approfondie. Elle avait raison de dire que la recherche et l'analyse étaient cruciales, bien qu'elle semblât avoir oublié que la plupart de ces tâches étaient menées par l'équipe de recherche spécialisée que j'avais financée par le biais d'un de mes véhicules d'investissement. La planification stratégique qu'elle mentionnait était largement basée sur des cadres développés par des professeurs d'écoles de commerce et des experts de l'industrie qui étaient retenus comme conseillers pour les sociétés de mon portefeuille. Le meilleur, a dit maman, c'est que nous ne faisons que commencer. Le marché du conseil en gestion évolue rapidement, et Williams Consulting est parfaitement positionné pour dominer la prochaine phase de croissance. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques, a demandé Jennifer. Nous développons des méthodologies propriétaires pour la transformation numérique et la gestion du changement organisationnel. Ce ne sont pas de simples approches de conseil génériques. Ce sont des cadres spécialisés qui ne peuvent pas être reproduits par nos concurrents. J'ai presque souri à cela. Les méthodologies propriétaires étaient en effet précieuses, mais elles avaient été développées par une équipe de chercheurs et de consultants travaillant sous contrat pour mon fonds d'investissement. Maman et son équipe avaient apporté des idées importantes et une expérience pratique, mais la propriété intellectuelle fondamentale avait été créée par des spécialistes que j'avais engagés spécifiquement à cette fin. Une propriété intellectuelle comme celle-là doit être incroyablement précieuse, a dit Michael. Elle l'est, a acquiescé maman. Nos projections suggèrent que ces méthodologies pourraient doubler notre chiffre d'affaires dans les 18 prochains mois. Alors que le dîner se poursuivait, la conversation s'est portée sur d'autres sujets, mais maman revenait sans cesse à son sujet de prédilection, la croissance impressionnante et l'avenir radieux de Williams Consulting. Elle a discuté des prochaines missions clients, des opportunités d'expansion potentielle et de ses projets pour faire de Williams Consulting le premier cabinet de conseil de niche de la région. Je suis resté silencieux pendant la majeure partie de la conversation, posant occasionnellement des questions qui démontraient un intérêt approprié sans révéler une expertise particulière. Quand maman expliquait des concepts stratégiques complexes, je hochais la tête comme si j'apprenais quelque chose de nouveau. Quand elle décrivait des situations clients difficiles, j'exprimais une admiration appropriée pour sa capacité à naviguer dans une telle complexité.
Au moment du dessert, maman était d'humeur particulièrement philosophique sur le succès en affaires et l'accomplissement personnel. Vous savez ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de tous les autres, a-t-elle demandé à la tablée. Ce n'est pas seulement l'intelligence ou l'éducation. C'est d'avoir la vision de voir des opportunités que les autres ne voient pas, cela demande une réelle perspicacité, a dit Jennifer. En effet, a acquiescé maman. Quand j'ai lancé Williams Consulting il y a 8 ans, beaucoup de gens m'ont dit que le marché du conseil était sursaturé ou que je n'avais pas assez d'expérience pour rivaliser avec les cabinets établis. Mais j'ai cru en ma vision, et j'étais prête à tout miser dessus. J'ai pris une petite bouchée de gâteau au chocolat et hoché la tête avec appréciation. La version de l'histoire de maman était toujours intéressante à entendre. Dans son récit, les débuts de Williams Consulting avaient été une lutte héroïque contre des critiques sceptiques et des vents contraires du marché. La réalité avait été plus simple, elle avait présenté un plan d'affaires compétent à mon équipe d'investissement, qui en avait rapidement reconnu le potentiel et fourni le financement nécessaire à une expansion rapide. La partie la plus gratifiante, a poursuivi maman, est que le succès de Williams Consulting prouve que l'on peut construire quelque chose de significatif si l'on est prêt à travailler dur et à penser de manière stratégique. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut créer sa propre entreprise, a demandé Michael. Maman a réfléchi attentivement à la question. Premièrement, il faut avoir une véritable expertise dans le domaine dans lequel on se lance. Deuxièmement, il faut connaître son marché mieux que ses concurrents. Et troisièmement, il faut avoir le courage de prendre des décisions quand on ne dispose pas de toutes les informations. On dirait les qualités qui ont fait le succès de Williams Consulting, a dit Jennifer. Exactement. Mais voilà le truc, tout le monde n'a pas ces qualités. Certaines personnes sont naturellement peu enclines au risque ou manquent de la pensée stratégique requise pour l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de mal à cela, mais il est important d'être honnête sur ses propres capacités. Le regard de maman s'est dirigé de manière significative dans ma direction. Prenez quelqu'un qui travaille dans l'analyse de données, par exemple. C'est un travail précieux, et il exige des compétences spécifiques, mais c'est fondamentalement différent de la création et de la gestion d'une entreprise. Différentes personnes sont faites pour différents rôles. La famille a hoché la tête en signe de compréhension. Ils avaient tous entendu les opinions de maman sur ce sujet auparavant, que j'étais bien adapté au travail analytique mais que je manquais de la vision et de la tolérance aux risques requises pour un véritable leadership en affaires. L'industrie de l'analyse de données est certainement importante, a poursuivi maman, mais il s'agit principalement de traiter des informations que d'autres personnes collectent plutôt que de prendre des décisions stratégiques basées sur ces informations. C'est une bonne distinction, a dit Michael. Il y a certainement une différence entre analyser des données et utiliser des données pour prendre des décisions commerciales, n'est-ce pas? C'est exact, a acquiescé maman. Williams Consulting utilise une analyse de données approfondie dans notre travail avec les clients, mais la vraie valeur vient de l'interprétation de ces données et du développement de stratégies concrètes. C'est là que le sens des affaires et la pensée stratégique deviennent cruciaux. J'ai hoché la tête d'un air pensif, comme si j'apprenais vraiment quelque chose sur la distinction entre l'analyse et la stratégie. En réalité, c'est moi qui avais financé le développement des capacités analytiques et des cadres stratégiques de Williams Consulting. Les systèmes de traitement de données sur lesquels maman s'appuyait avaient été conçus et mis en œuvre par des spécialistes travaillant sous contrat pour mon fonds d'investissement. J'ai réfléchi, a dit maman, en se concentrant plus directement sur moi. Peut-être qu'il est temps que tu envisages d'élargir tes compétences. L'analyse de données est une bonne base, mais tu as 31 ans maintenant. À un moment donné, tu pourrais vouloir penser à développer des capacités plus orientées vers les affaires. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Eh bien, tu pourrais envisager un programme de MBA ou peut-être des cours de développement professionnel en planification stratégique ou en gestion de projet. Williams Consulting propose en fait des programmes de formation qui pourraient être pertinents. La famille a semblé satisfaite de cette suggestion. Maman proposait d'aider son fils à développer des compétences plus commercialisables et potentiellement à progresser au-delà de son rôle analytique actuel. Les programmes de formation sont conçus pour les cadres intermédiaires qui souhaitent développer des capacités de réflexion stratégique, a expliqué maman. Ils ne sont pas bon marché, mais ils pourraient être un bon investissement pour ton avenir. C'est généreux de ta part de proposer, ai-je dit. Évidemment, tu dois faire preuve d'un réel engagement et montrer que tu es sérieux dans le développement de compétences commerciales. Je ne peux pas te donner des opportunités simplement parce que tu es mon fils, mais si tu es prêt à fournir le travail, il pourrait y avoir des voies de croissance professionnelle. La famille était clairement encouragée par ce développement.
Maman tendait une bouée de sauvetage à son fils qui s'était contenté d'une carrière stable mais sans histoire, lui offrant la chance d'apprendre de son succès entrepreneurial. Le domaine du développement des affaires est particulièrement intéressant en ce moment, a poursuivi maman. Les entreprises investissent massivement dans la planification stratégique et la transformation organisationnelle. Si tu pouvais développer une expertise dans ces domaines, il y aurait certainement des opportunités de carrière disponibles. J'apprécie la suggestion, ai-je dit. Rappelle-toi simplement, a ajouté maman, que la transition de l'analyse pure au conseil stratégique exige un état d'esprit complètement différent. Tu ne peux pas te contenter de traiter des données. Tu dois synthétiser des informations, identifier des modèles et élaborer des recommandations sur lesquelles les dirigeants peuvent agir. Alors que la soirée touchait à sa fin, les membres de la famille ont commencé à débarrasser les assiettes et à se préparer à partir. Maman est restée dans la cuisine avec Jennifer et Michael, continuant à discuter des perspectives de croissance et des initiatives stratégiques de Williams Consulting. Je suis vraiment fier de ce que tu as construit, disait Jennifer. Lancer un cabinet de conseil à partir de rien et le faire grandir à ce niveau est incroyablement impressionnant. Merci, a répondu maman. Ça a été difficile, mais aussi incroyablement gratifiant. Il y a quelque chose de spécial à construire quelque chose qui crée de la valeur pour les autres. Les témoignages de clients sur votre site web sont incroyables, a ajouté Michael. Ce sont des dirigeants sérieux qui disent que Williams Consulting a transformé leurs organisations. C'est ce qui rend le travail significatif, a dit maman. Nous ne fournissons pas seulement des conseils. Nous aidons les entreprises à devenir plus efficaces et à mieux réussir. J'ai fini de sécher la dernière assiette et j'ai raccroché le torchon. Je devrais probablement rentrer, ai-je dit. Journée chargée demain. Bien sûr, a dit maman. Pense à ce dont nous avons discuté ce soir. L'offre de programme de formation est sincère. Je pense vraiment que cela pourrait t'aider à développer de précieuses compétences commerciales. J'y réfléchirai certainement, ai-je répondu. Ne te contente pas d'y réfléchir, a dit maman fermement. Tu manques totalement de sens des affaires. C'est pourquoi tu n'arriveras jamais à rien si tu ne fais pas de changements sérieux. L'état d'esprit analytique convient au rôle de soutien, mais le vrai succès exige une pensée stratégique et des capacités de leadership. La famille a hoché la tête en signe d'accord. Ils avaient tous été témoins de la transformation de maman, de consultante de petite ville à fondatrice d'une entreprise florissante, et ils comprenaient qu'elle offrait de partager son expertise avec un membre de la famille qui avait clairement besoin de conseils. Tu as raison, ai-je dit simplement. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi à la conversation. Maman avait été particulièrement condescendante cette fois-ci, plus explicite que d'habitude sur mes limites professionnelles et plus insistante sur sa propre acuité commerciale supérieure. La famille avait été plus favorable à sa perspective que d'habitude, hochant la tête pendant qu'elle expliquait pourquoi ma carrière représentait tout ce qu'elle avait dépassé. Il était temps que cette dynamique change. Vendredi matin, j'ai appelé mon fonds de capital risque depuis mon bureau à domicile. Bonjour. C'est au sujet de Williams Consulting, ai-je dit lorsque mon associée directrice a répondu. Je dois initier un retrait de capital immédiat. Bien sûr, a-t-elle répondu. Quel est le calendrier que vous envisagez? Je veux que tout le financement soit retiré de Williams Consulting dans les 72 heures, ai-je dit. Liquidation complète de notre position. C'est assez agressif, a-t-elle dit prudemment. Y a-t-il un problème spécifique avec la performance de l'entreprise? J'ai pensé à la performance de maman au cours des 2 dernières années. Bien que Williams Consulting ait continué de croître, il y avait eu des développements préoccupants. Elle avait commencé à prendre des décisions stratégiques sans consulter le conseil d'administration, avait embauché plusieurs amis de la famille à des postes clés malgré la disponibilité de candidats mieux qualifiés, et avait récemment commencé à utiliser les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Plus fondamentalement, son attitude envers l'équipe et les parties prenantes était devenue de plus en plus problématique. Elle s'attribuait systématiquement le mérite des idées stratégiques développées par d'autres, rejetait les contributions des membres du personnel subalterne et avait commencé à traiter Williams Consulting comme son royaume personnel plutôt que comme une entreprise gérée de manière professionnelle avec des responsabilités fiduciaires envers les investisseurs. Mettez l'accent sur les préoccupations de gouvernance et l'autorité en matière de prise de décision stratégique, ai-je dit. Documentez également la tendance à s'attribuer personnellement le mérite des réalisations de l'équipe et des contributions des conseillers externes. Compris.
Je vais préparer les documents de retrait et informer le directeur financier de l'entreprise que nous exerçons nos droits de liquidation. Encore une chose, ai-je ajouté, assurez-vous que la notification inclut une explication détaillée des raisons pour lesquelles nous retirons notre investissement. Je veux que la direction de Williams Consulting comprenne exactement quels comportements ont déclenché cette décision. Le processus de retrait a commencé immédiatement. Le directeur financier de Williams Consulting a reçu une notification officielle indiquant que leur principal investisseur liquidait l'intégralité de sa position en raison de préoccupations de gouvernance et de prise de décision non autorisées par la direction de l'entreprise. La documentation légale précisait que le retrait serait achevé dans les 72 heures, comme indiqué dans l'accord d'investissement initial. Le monde de maman a commencé à s'effondrer vendredi après-midi. Comment ça, les investisseurs se retirent? J'entendais la voix de maman au téléphone quand elle a appelé ce soir-là. Ça n'a aucun sens. Williams Consulting vient d'avoir son meilleur trimestre jamais enregistré. Je ne comprends pas vraiment les détails, ai-je dit. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Quelque chose sur des violations de gouvernance et des décisions stratégiques non autorisées. C'est complètement ridicule. Chaque décision que j'ai prise a été dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Je pouvais entendre des papiers bruire en arrière-plan et ce qui ressemblait à maman faisant les 100 pas dans son bureau. Est-ce qu'ils t'ont donné des exemples spécifiques de ces préoccupations de gouvernance? Ils ont mentionné le fait de s'attribuer le mérite des contributions de l'équipe et de prendre des décisions stratégiques sans consultation du conseil, mais c'est insensé. Je suis la présidente directrice générale et la fondatrice. Bien sûr que je prends des décisions stratégiques. Ça a l'air déroutant, en effet, ai-je acquiescé. As-tu pu parler directement aux investisseurs? C'est ça le problème, a dit maman, sa voix montant de frustration. Ces gens se cachent derrière des véhicules d'investissement et des entités corporatives. Je n'ai même jamais rencontré la plupart d'entre eux en personne. Maman a passé les 30 minutes suivantes à expliquer comment le retrait des investisseurs dévasterait les opérations de Williams Consulting. Sans le financement par capital risque, l'entreprise ne pourrait pas payer ses salaires, maintenir ses baux de bureau ou poursuivre les projets de recherche et développement qui étaient essentiels à son avantage concurrentiel. Le pire, a dit maman, c'est que je n'ai aucune idée de qui sont réellement ces investisseurs ni pourquoi ils font ça. L'avis de retrait est venu d'un cabinet d'avocats d'affaires représentant des entités d'investissement anonymes. Ça doit rendre la résolution de la situation très difficile, ai-je dit. Exactement. Comment suis-je censé répondre à leurs préoccupations si je ne sais même pas qui ils sont ou ce qui a spécifiquement déclenché cette décision? Le samedi matin, les implications du retrait des investisseurs étaient devenues claires. Williams Consulting avait 72 heures pour trouver un financement alternatif ou commencer à cesser ses activités. Maman a passé le week-end à appeler frénétiquement des investisseurs potentiels, mais personne n'était disposé à fournir un financement relais dans un délai aussi court. Le directeur financier de l'entreprise a démissionné le samedi après-midi, suivi par le directeur du développement commercial le dimanche matin. Plusieurs clients clés ont eu vent de la crise de financement et ont commencé à discuter de l'annulation de leur contrat avec leurs équipes juridiques. Maman m'a appelé le dimanche soir, l'air complètement abattu. Mon avocat dit que les investisseurs avaient le droit légal de retirer leur financement, a-t-elle dit. Apparemment, les accords initiaux comprenaient des clauses de liquidation que je n'avais pas entièrement comprises. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Williams Consulting va devoir déposer le bilan, a poursuivi maman. 8 ans de travail, et tout disparaît à cause d'investisseurs anonymes qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas mon style de gestion. C'est dévastateur, ai-je dit. Le truc, c'est que je ne comprends toujours pas ce que j'ai fait de mal. L'entreprise était rentable, en croissance rapide, et avait d'excellentes relations avec les clients. Comment cela justifie-t-il de détruire tout ce que j'ai construit? La voix de maman portait une perplexité et une douleur sincère. Malgré ses défauts, elle avait travaillé incroyablement dur pour construire Williams Consulting, et perdre l'entreprise était un coût personnel et professionnel dévastateur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ai-je demandé. Je ne sais pas, a répondu maman. Mon avocat examine si nous avons des motifs pour une action en justice contre les investisseurs, mais le retrait semble être complètement légal. Au cours des jours suivants, la nouvelle de l'effondrement de Williams Consulting s'est répandue dans notre réseau familial. La réaction a été le choc et la confusion. Personne ne pouvait comprendre comment le cabinet de conseil prospère de maman avait soudainement perdu son financement et été contraint à la faillite. Jennifer m'a appelé 3 jours après le retrait des investisseurs.
As-tu parlé à maman récemment, a-t-elle demandé. Elle semble complètement anéantie par l'affaire Williams Consulting. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des conflits d'investisseurs, ai-je dit. Ces situations peuvent être très compliquées. Elle ne cesse de dire que les investisseurs l'ont trahi, mais je ne comprends pas pourquoi ils détruiraient une entreprise rentable. J'ai expliqué que les relations de capital-risque pouvaient se tendre lorsqu'il y avait des désaccords sur l'orientation stratégique ou des problèmes de gouvernance. Les investisseurs fournissent des fonds en échange d'un contrôle, ai-je dit. Lorsqu'ils perdent confiance dans la direction, ils ont le droit légal de retirer leur soutien. Mais maman a construit cette entreprise à partir de rien, a dit Jennifer. Comment peuvent-ils simplement la lui enlever? La participation du fondateur est diluée lors des tours de financement, ai-je répondu. Au moment où une entreprise reçoit un capital risque important, le fondateur d'origine ne possède souvent qu'un pourcentage relativement faible. Jennifer a semblé troublée par cette information. Alors, maman n'a jamais vraiment contrôlé sa propre entreprise. Elle contrôlait les opérations quotidiennes, mais pas les grandes décisions stratégiques et financières. C'est assez standard dans les entreprises financées par capital risque. Au fil des semaines, maman a eu du mal à assimiler ce qui était arrivé à Williams Consulting. L'entreprise a officiellement déposé le bilan. Le bail de bureau a été résilié et les employés restants ont été licenciés. La maison de maman, qui avait été achetée avec les bénéfices de la croissance de l'entreprise, risquait la saisie puisque ses revenus avaient disparu. Plus douloureuse que l'impact financier était la perte d'identité et de réputation professionnelle. Pendant 8 ans, maman avait été l'entrepreneur à succès qui avait bâti un cabinet de conseil florissant à partir de rien. Maintenant, elle était au chômage, se battant avec des avocats pour des accords de départ et essayant d'expliquer à des employeurs potentiels comment son entreprise s'était effondrée si soudainement. La famille s'est ralliée à elle avec soutien et sympathie, mais il y avait aussi un courant sous-jacent de confusion et de déception. Maman avait toujours projeté une telle confiance et une telle expertise en matière de stratégie commerciale. L'idée que des investisseurs sophistiqués puissent simplement détruire son entreprise remettait en question la compréhension de tous sur le fonctionnement réel de l'entrepreneuriat. J'ai continué à suivre l'industrie du conseil à travers mes diverses activités d'investissement. La clientèle de Williams Consulting avait été absorbée par des cabinets plus importants, et les méthodologies propriétaires dont maman était si fière étaient maintenant mises en œuvre par des entreprises aux structures de financement plus stables. 2 mois après le dépôt de bilan, maman a appelé avec une mise à jour sur sa situation. J'ai passé des entretiens pour des postes de consultant senior dans d'autres cabinets, a-t-elle dit, mais la situation de Williams Consulting revient sans cesse et cela rend les choses très difficiles. Comment ça, ai-je demandé. Les employeurs potentiels veulent comprendre pourquoi mon entreprise a fait faillite si soudainement. Quand j'explique les conflits d'investisseurs et les désaccords de gouvernance, ils commencent à poser des questions détaillées auxquelles je ne peux pas vraiment répondre. Ça doit être frustrant. Le problème, c'est que je ne sais toujours pas exactement ce qui a déclenché le retrait des investisseurs. La documentation légale mentionne des divergences stratégiques et des violations de gouvernance, mais elle ne fournit pas d'exemples spécifiques que je peux aborder. La voix de maman portait une note de confusion sincère. Je n'arrête pas de penser qu'il doit y avoir eu un incident ou une décision particulière qui a causé cela, mais je n'arrive pas à comprendre ce que c'était. C'était peut-être juste une accumulation de problèmes plus petits, ai-je suggéré. C'est ce que pense mon avocat aussi. Mais il est difficile d'expliquer cela à des employeurs potentiels sans donner l'impression de chercher des excuses ou de fuir mes responsabilités. Alors que le printemps laissait place à l'été, la recherche d'emploi de maman se poursuivait sans succès. L'industrie du conseil était assez petite pour que la nouvelle de l'effondrement soudain de Williams Consulting se soit répandue, et d'autres cabinets hésitaient à embaucher une ancienne PDG dont l'entreprise avait été détruite par des conflits d'investisseurs. Pendant ce temps, mon fonds de capital risque avait réussi à liquider sa position dans Williams Consulting et à déployer le capital récupéré dans de nouvelles opportunités d'investissement. Les rendements financiers avaient été substantiels, bien que le coût personnel pour maman ait été plus élevé que ce que j'avais prévu. J'ai assisté au barbecue familial du 4 juillet chez Jennifer, où maman semblait abattue et renfermée. Elle n'avait toujours pas trouvé de nouveau poste et luttait clairement avec la perte d'identité professionnelle et de sécurité financière. Des progrès sur le front de l'emploi, a demandé Michael pendant le dîner. Je suis en pourparlers avec quelques cabinets, a répondu maman vaguement. Le marché est assez compétitif en ce moment, surtout pour les postes de haut niveau. Je suis sûr que quelque chose se débloquera, a dit Jennifer de manière encourageante.
tu as trop d'expérience et d'expertise pour rester au chômage longtemps. Maman a hoché la tête, mais ne semblait pas convaincue. L'entrepreneur confiante qui avait dominé les conversations familiales pendant des années avait été remplacé par quelqu'un qui semblait incertain de ses perspectives d'avenir et de ses propres capacités professionnelles. Plus tard dans la soirée, alors que les membres de la famille nettoyaient après le barbecue, maman s'est approchée de moi en privé. J'ai pensé à notre conversation de Noël, a-t-elle dit, sur les différents types de réussite professionnelle. Ah bon, ai-je répondu. Tu avais raison de dire que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. J'étais peut-être trop concentré sur la construction de la plus grande entreprise possible alors que j'aurais dû réfléchir plus attentivement à une croissance durable et aux relations avec les parties prenantes. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Ce sont des considérations importantes. J'envisage en fait de faire du conseil en indépendant ou peut-être de rejoindre un cabinet établi où je n'aurais pas à me soucier du financement et des relations avec les investisseurs, a poursuivi maman. Tout ce truc de capital risque est peut-être plus compliqué que je ne le pensais. Ce pourrait être de bonnes options, ai-je acquiescé. Maman a semblé apprécier l'encouragement. J'ai réalisé que j'étais probablement trop critique à l'égard des différents parcours professionnels. Il y a de nombreuses façons de réussir qui n'impliquent pas de lever du capital risque et de construire des entreprises massives. À l'arrivée de l'automne, maman a finalement trouvé un poste de directrice principale dans un cabinet de conseil en gestion établi. Le salaire représentait environ 40% de ce qu'elle gagnait en tant que PDG de Williams Consulting, et le rôle impliquait beaucoup moins d'autonomie, mais il lui assurait un revenu stable et l'occasion de reconstruire sa réputation professionnelle. La famille était soulagée de la voir travailler à nouveau, bien que tout le monde comprenne que cela représentait un recul important par rapport à son succès entrepreneurial précédent. Maman semblait s'adapter à sa nouvelle réalité, bien qu'elle fasse occasionnellement des commentaires amers sur la cupidité des investisseurs et la politique du capital risque. Au dîner de Thanksgiving, notre famille s'est de nouveau réunie chez Jennifer. Maman était présente, mais semblait réservée par rapport aux années précédentes. Il n'y a pas eu de discussion sur les méthodologies de conseil stratégique ou la vision entrepreneuriale, pas de prédiction confiante sur les tendances du marché ou les opportunités de croissance. Au lieu de cela, la conversation s'est concentrée sur la récente promotion de Michael, le nouveau parcours d'associé de Jennifer et les projets de voyage de mes parents. Lorsque des sujets d'affaires étaient abordés, maman participait poliment, mais n'essayait pas de dominer la discussion comme elle l'avait fait par le passé. Je me suis surpris à éprouver une réelle sympathie pour elle. Malgré son attitude condescendante et sa tendance à dénigrer ma carrière, elle avait travaillé dur pour construire Williams Consulting et ne méritait pas de tout perdre à cause de conflits de gouvernance qui auraient pu être résolus par une meilleure communication. Alors que le dîner se terminait, maman m'a pris à part. Je veux m'excuser pour certaines des choses que j'ai dites à Noël dernier, a-t-elle dit. J'ai été assez méprisante à l'égard de ta carrière, et ce n'était pas juste. J'apprécie, ai-je répondu. Toute cette expérience m'a donné une perspective différente sur le succès en affaires et la satisfaction professionnelle, a poursuivi maman. J'ai passé tellement d'années à me concentrer sur la construction de la plus grande entreprise possible que j'ai perdu de vue d'autres choses qui comptent. On dirait que tu trouves un bon équilibre maintenant, ai-je dit. J'essaie. Le nouveau poste est en fait assez intéressant, et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est bien meilleur que ce que j'avais en tant que PDG. Maman a fait une pause, puis a ajouté, je n'arrête pas de me demander ce qui se serait passé si j'avais géré les relations avec les investisseurs différemment. Peut-être que si j'avais été plus collaborative avec le conseil d'administration ou plus prudente avec les protocoles de gouvernance. C'est difficile à dire, ai-je répondu. Parfois, ces situations prennent un élan qu'il est difficile de contrôler. C'est vrai. J'aimerais juste comprendre exactement ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir éviter de faire les mêmes erreurs à l'avenir. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi aux événements de l'année écoulée. Maman avait appris d'importantes leçons sur l'humilité et la gestion des parties prenantes. Bien que le processus ait été plus douloureux que nécessaire, mon fonds de capital risque avait réussi à liquider un investissement problématique et à déployer le capital plus efficacement. Et notre famille avait développé une compréhension plus réaliste de l'entrepreneuriat et de la relation entre les fondateurs et les investisseurs. L'ironie, bien sûr, était que maman n'avait toujours aucune idée que son fils, celui qu'elle avait qualifié de manquant de sens des affaires, avait été la source principale à la fois de son succès initial et de sa chute éventuelle. Mais c'était une conversation pour un autre jour, peut-être jamais. Certains secrets étaient plus précieux lorsqu'ils restaient cachés,
permettant à toutes les personnes impliquées de tirer leurs propres conclusions sur le sens des affaires, la pensée stratégique et la relation complexe entre la vision et le capital dans l'économie moderne. L'important était que des leçons avaient été apprises, de l'humilité avait été acquise, et l'écosystème du capital risque continuait de fonctionner comme prévu, récompensant une gestion compétente et pénalisant les défaillances de gouvernance. Tout le reste n'était que de la dynamique familiale.